Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 11 juin. Jeudi avait lieu la première journée robotique à Versailles Satori. L'armée de terre, l'entreprise Nexter et le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre ont présenté des technologies et robots militaires, mais aussi détaillé le projet Vulcain. Également, une première collecte de sang organisée par l'EFS avait lieu à Toussus-le-Noble ce vendredi 11 juin. Elle inaugurait l'ouverture de la nouvelle section don du sang de l'association La Maison pour tous. Notre invité à ce sujet, Yves Hochedez, responsable de cette nouvelle section. Côté loisirs, enfin, cette semaine, avec Célia Gatsongo, nous vous proposerons de découvrir une exposition au musée du jouet à Poissy et nous irons aussi au Nautic Park, le parc d'activités nautiques de Bougival. L'armée de terre, l'entreprise Nexter et le groupement des industries françaises de défense, de sécurité terrestre et aéroterrestre ont organisé jeudi 10 juin la première journée robotique à Satori. Technologie et robots militaires ont été présentés. L'occasion aussi de détailler le projet Vulcain sur les systèmes automatisés pour le futur de l'armée de terre. Le reportage de Nicolas Dandry et Cory Stern-Chagnon. Avoir des unités robotisées à l'horizon 2040 en s'appuyant sur des systèmes déjà utilisés ou en cours de développement, l'objectif du projet Vulcain de l'armée de terre présenté lors de la journée robotique à Satori, des systèmes automatisés au cœur de la collaboration entre l'armée de terre et les industriels de la défense. Si on veut vraiment progresser, faire progresser la France, côté industriel, côté business, et nos armées, je parle pour l'armée de terre, il est important qu'on coopère, qu'on mette tout en synergie pour demain avoir la supériorité opérationnelle sur nos éventuels ennemis. L'armée de terre, elle n'a pas la capacité de production des matériels et on n'a pas forcément non plus toute la matière grise pour réfléchir à c'est quoi la conflictuelle, enfin les équipements qu'il nous faut pour la conflictualité des années 2040. Voilà, donc il faut des bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils sont chez les industriels. Pour cette journée, 17 entreprises ont pu présenter leurs technologies robotiques et systèmes autonomes. C'est le cas de Shark Robotics. Cette PME basée à La Rochelle développe ces deux robots avec des fonctions différentes. On se développe actuellement sur le secteur défense et sécurité également, avec le robot Barracuda, que vous pouvez voir ici, qui est une mule multimission pour le support des forces armées en OPEX. Autre solution présentée lors de cet événement avec ce drone, renseignement, reconnaissance et identification, les usages de ce système relié à une station au sol, une technologie développée par Thales sur le site d'Elancourt. Donc ce système de drone, c'est un système avec une station sol, une liaison de données et 3 vecteurs aériens comme celui-ci qui permettent d'observer, de renseigner, de désigner tout au long des opérations des forces armées de terre. Sur le drone, vous pouvez retrouver un des éléments les plus importants qui est la boule optronique, qui est une boule gyrostabilisée avec une voie jour, électro-optique voie jour, haute définition, une caméra infrarouge pour voir de nuit et aussi un désignateur laser qui permet de désigner. Pour expérimenter les systèmes, une section robotique sera créée à l'été 2021 au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine à Sissonne, dans le département de l'Aisne. Si le projet Vulcain a pour ambition de développer des systèmes robotiques et autonomes, ce programme s'inscrit dans le cadre éthique de l'armée de terre. On écoute à ce propos le général de corps d'armée Hervé Gomard au micro de Cory Stern-Chagnon et Nicolas Dandry. Le principe éthique de l'armée de terre, mais qui est le principe éthique du ministère, c'est bien de garder l'homme dans la boucle avant de délivrer des feux. Voilà. Ce n'est pas un système autonome qui va aller neutraliser des ennemis. Voilà. Y a des compétiteurs, donc des possibles ennemis, mais des gens aujourd'hui sur des théâtres d'opération qui font déjà ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a un principe éthique que nous devons et que nous respecterons. Comme je vous le disais en titre, ce vendredi 11 juin avait lieu la première collecte de sang à Toussus-le-Noble. Cette collecte organisée par l'établissement français du sang inaugurait la nouvelle section don du sang nommée 100% Toussus de l'association La Maison pour tous. Nous nous sommes rendus sur place avec Mélanie Poquet pour rencontrer Yves Hochedez, responsable de cette nouvelle section. Regardez. Bonjour Yves Hochedez.
Bonjour Elena. Vous êtes le responsable de cette nouvelle section don du sang à la Maison pour tous de Toussus-le-Noble. Alors ici, on est à la salle du Plessis à Toussus-le-Noble pour la première collecte de sang organisée dans ce cadre-là avec l'EFS, l'établissement français du sang. Alors d'abord, un rendez-vous qui a du succès. Vous avez ouvert d'abord 70 créneaux pour cette collecte de sang. L'EFS a dû en ouvrir 20 autres. Tout est complet. Est-ce que vous êtes satisfait ? Évidemment, c'est une immense joie pour nous de voir qu'il y a eu un réel engouement des Nobel-Tussois et des Nobel-Tussoises. Les 70 créneaux ont été pris d'assaut littéralement en une seule semaine et grâce à l'EFS, on a pu solliciter des créneaux supplémentaires, ce qui n'était pas forcément évident sur un plan logistique, mais ça a été rendu possible. D'ailleurs, j'en profite pour souligner le soutien incroyable de l'EFS, leur réactivité, tout ça a été mis en place vraiment très très rapidement et le succès est au rendez-vous. On a 90 créneaux confirmés. On vient juste de commencer, donc pour le moment pas d'annulation, on espère ne pas en avoir. Et j'ai des participants en liste d'attente sur mon téléphone qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur passe un petit coup de fil pour leur dire c'est bon, il y a une place, tu peux venir, quoi. Donc un succès, vous l'avez dit, dû à une volonté commune entre l'EFS, la ville et vous-même avec l'association 100% Toussus que vous avez créée. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à organiser cette première collecte, à vous investir pour cette cause ? Alors c'est une démarche assez personnelle, puisque j'ai moi-même dû être transfusé dernièrement à la fois de sang et de plaquettes à 4 reprises. Je souffre d'un cancer et dans le cadre de cette maladie, je reçois plein de médicaments qui me sont administrés. Et la première fois où j'étais transfusé du sang d'un donneur, ça m'a fait vraiment quelque chose. De me dire, on n'est pas sur une molécule issue d'un laboratoire pharmaceutique, on est sur le don d'un être humain qui a donné de lui-même pour me soigner, pour me sauver. Et donc tout est parti de là, en me disant je ne peux plus donner de mon sang aujourd'hui, mais je peux donner de mon temps. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité solliciter d'abord l'EFS et puis solliciter ensuite notre mairie qui a été très très réactive, réceptive et tout ça s'est mis en place très facilement. Et donc vous avez créé aussi cette section don du sang à la Maison pour tous. Comment ça va se passer ensuite, après cette première collecte ? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? Quel va être son rôle finalement à cette section don du sang ? Le rôle de la section 100% Toussus, c'est de fédérer les collectes, de communiquer entre l'établissement français du sang et la mairie de Toussus. Nous, à titre de bénévole, d'organiser l'ouverture de la porte de la salle, l'accueil des participants, la remise des bouteilles d'eau, la campagne d'affichage, de boitage des flyers dans les boîtes aux lettres des habitants de Toussus et des villages et des villes voisines. Et c'est un travail très sympa qui nous a permis de travailler en équipe avec les bénévoles. Et donc là, on est une équipe de 7 bénévoles, ce qui pour le moment est amplement suffisant. On sonde les donneurs là aujourd'hui à l'arrivée pour justement solliciter les uns et les autres pour éventuellement du bénévolat. Et Et à terme, vous aimeriez organiser d'autres collectes de ce style ? C'est prévu. Donc prochaine date le 16 septembre, jeudi 16 septembre, sur le même créneau, 14h-19h, ici même. Combien de créneaux ouverts ? Alors là, on est sur 90 aujourd'hui. Justement, moi j'avais été un petit peu moins ambitieux que l'établissement français du sang en disant c'est une deuxième collecte, est-ce que l'effet télétravail, reprise du travail en présentiel va encourager autant les gens à venir un jour de semaine, je ne sais pas, est-ce qu'on partirait pas sur 70 créneaux ? Et puis la direction de l'EFS a jugé opportun au contraire de partir directement sur 90 créneaux en se disant Toussus ça a marché, on a des besoins énormes en ce moment et allons-y quoi. Et justement, pour ces besoins énormes, pour la 3e année consécutive, l'EFS a lancé sa campagne nationale « Prenez le relais, un mois pour tout donner ». Un appel aux dons du 9 juin au 9 juillet, car les réserves, vous l'avez dit, sont très basses, surtout à l'approche de l'été. C'est une grosse inquiétude pour l'EFS. Cette collecte, elle s'inscrit quand même dans ce cadre-là aussi, puisque c'est depuis le 9 juin. C'est important pour vous, vous l'avez déjà dit, mais est-ce que c'est vraiment important pour vous de contribuer à aider d'autres patients, soit dans votre cas, soit dans d'autres cas ? Naturellement, c'est un engagement associatif qui
qui est encourageant parce que face à un tel engouement, on ne peut qu'être encouragé. Tout de suite, un petit village, on croise des voisins, des amis qui vous disent « mais c'est génial ce que tu as fait, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?» et voilà, donc c'est vraiment super. C'est vraiment super, on est plus que ravis. Et pour répondre à votre question par rapport à Prenez le relais, on sollicite sur la base du volontariat aujourd'hui tous les donneurs à être pris en photo, on va leur faire un petit badge. J'ai donné mon sang à tout su, maintenant prenez le relais, qu'on va diffuser sur nos réseaux sociaux, qu'on va leur envoyer sur leur adresse email, de sorte qu'eux-mêmes puissent les relayer sur leurs propres réseaux sociaux. Voilà, c'est notre petite contribution à cette opération d'envergure sur laquelle on veut vraiment participer, être acteur. Merci Yves Auchedez de nous avoir reçus ici à la salle du Plessis pour cette première collecte de sang. Bonne fin de collecte à vous. On souhaite également que la prochaine collecte soit réussie. Et nous regardons tout de suite le reste de ce qui a fait l'actualité cette semaine dans les Yvelines au micro de Bichente Mérien Santi-Stéban. Cette semaine marque la deuxième étape du déconfinement et du retour à la normale de la vie des Yvelinois. Depuis mercredi, les restaurants peuvent enfin installer leurs clients en intérieur et rester ouverts plus tard, jusqu'à 23h. D'autres lieux ont également pu rouvrir leurs portes, salles de sport, cours de yoga ou encore piscine, à l'image des bassins des Clés-sous-Bois qui accueillent de nouveau les nageurs après 8 mois de fermeture. Avec l'été qui se prépare, certains établissements peinent à employer. Les saisonniers se sont pour certains détournés du secteur, faute d'ouvertures incertaines et tardives. Au parc de loisirs France Miniature à Elancourt par exemple, certains postes sont encore vacants. De lundi à vendredi, la ville de Rambouillet a ouvert un Vaxi-Drive éphémère à l'hippodrome. Attentes, déplacements et vaccins, tout s'y est fait en voiture. Un système rapide et réitéré dans 6 semaines pour permettre à environ 2000 personnes de recevoir leurs 2 injections. Le personnel des mairies, mobilisé depuis plusieurs jours pour préparer la double élection des 20 et 27 juin prochains. Entre bonne coordination et mesures sanitaires, l'objectif est d'accueillir les 1 400 000 Yvelinois en sécurité dans les bureaux de vote. Enfin du sport, le président de la République a rendu visite à l'équipe de France de football à Clairefontaine ce jeudi 10 juin. Accompagné de son épouse Brigitte Macron, des présidents de la Fédération française de football et de la FIFA, Emmanuel Macron est venu encourager les Bleus pour l'Euro 2020 qui débutera mardi 15 juin prochain face à l'Allemagne. Et après cette semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons nous rafraîchir en cette période de beau temps. Depuis le 22 mai, le Nautic Park est de nouveau ouvert au public. De nombreuses activités loisirs nautiques sont proposées pour passer un après-midi en famille au bord de la Seine. Le montage d'Arthur Wick. Embarquement immédiat. Le Nautic Park à Bougival a rouvert ses portes il y a 3 semaines. Il propose pour les enfants une formule anniversaire chaque week-end. Accompagnés de leurs parents, les enfants vont faire une demi-heure de zodiaque sur l'eau. Ils ont des petites énigmes à résoudre. Ils viennent pendant 2 heures, 1 heure d'activité nautique sur le club Moussaillon et dans les Zodiacs, à bord des Zodiacs. Et puis 1 heure où ils peuvent tranquillement goûter, échanger les gâteaux, les cadeaux et passer un petit moment sympathique. Cet après-midi-là, un anniversaire était organisé. Parce qu'on a des affinités déjà avec l'eau et puis on trouvait que c'était sympa de faire une activité dans l'eau aux enfants et de faire découvrir aussi le nautisme à certains enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'en faire jusqu'ici. 7 ans, c'est jeune encore. Tous les week-ends de 14h à 17h, des escapades en Zodiac pour les adultes sont aussi organisées. Une balade commentée de 30 minutes pour découvrir le berceau des impressionnistes. Les réservations sont souvent complètes depuis la réouverture du parc d'activités nautiques. On avait déjà des gens qui nous appelaient pour dire à quel moment on peut réserver, à quel moment. On leur a donné le top go et voilà. Et avant, nous faisions maximum 2 anniversaires par jour. Il y a une telle demande qu'on est passé à 3 anniversaires. Pour les enfants qui ne souffleraient pas leur bougie, il existe le club Moussaillon. Accessible de 3 à 12 ans, cet espace flottant de 200 m² contient une pêche au canard, des bulles sur l'eau et des pédalos. J'ai fait du trampoline, j'ai bien aimé parce que j'adore sauter. Après j'ai fait les bulles dans l'eau, il fallait les tourner, donc du coup j'ai essayé de tourner. Nous avons commencé par la balade en Zodiac, nous avons fait une balade de 30 minutes. Et après, ma fille elle a fait de la trampoline et nous on a profité de ce coin tranquille pour boire des boissons fraîches.
Le Nautic Park propose également son circuit des impressionnistes pour découvrir les grands noms des peintres de cette époque. Une escapade commentée de 2 heures. Prochaine date, dimanche 13 juin. Un bal sera aussi organisé dimanche 20 juin avec buvette. Actuellement au musée du jouet à Poissy, l'exposition Jardin d'enfance présente des jeux d'enfants sur la thématique du jardin. Des jouets datant du XVIIIe siècle à nos jours sont exposés. Bérengère Bourgoin s'est rendue au musée. Jeux de société, herbiers, poupées ou encore jeux de marelle, la collection est large au musée du jouet qui présente son exposition Jardin d'enfance. Il se trouve que maintenant, après 2 confinements, on a encore plus envie de sortir, envie de profiter de la nature. Donc voilà, voir les jouets du jardin, rencontrer tous ces jeux auxquels ont joué les enfants d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, en lien avec les extérieurs, ça a un vrai attrait pour le public. En plus de l'exposition des jouets en intérieur, les jardins du musée sont aussi accessibles et vont accueillir au mois de juillet des ateliers. Alors donc il y a tous les jouets qui sont eux évidemment à l'intérieur des vitrines qu'on ne peut pas toucher, donc c'est toujours un peu frustrant pour les enfants de voir des choses et de ne pas pouvoir jouer avec. Donc on organise autour de l'exposition toute une programmation d'animation et d'ateliers durant lesquels les enfants vont découvrir certains de ces jeux et pouvoir les pratiquer. Les enfants de 4 à 12 ans pourront participer à ces ateliers. La visite est possible dès le plus jeune âge. Les jeux parlent au plus grand nombre. On considère qu'à partir de 4 ans, en fait, l'exposition et certains ateliers sont accessibles pour les enfants. Et puis on va dire que ça va pour les ateliers, c'est jusqu'à 12 ans. Après l'exposition, elle intéresse aussi tous les adultes jusqu'à tous les âges. Ouverte seulement 1 mois à cause du confinement, l'exposition est exceptionnellement prolongée jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux visiteurs de mieux en profiter. Une journée d'hommage sera rendue à Elsa Triolet ce samedi 12 juin à la maison Elsa Triolet Aragon, située à Saint-Arnoux en Yvelines, pour fêter le 50e anniversaire de sa mort. De nombreuses animations seront prévues. Guillaume Roubaud-Kouachi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la maison Elsa Triolet Aragon. Alors normalement, l'hommage aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais la pandémie vous en a empêché. Quel est le programme de cette année ? Alors, on sait qu'Elsa Triolet est un nom très connu, mais on connaît moins son œuvre. Et nous pensons que son œuvre est à découvrir. Alors, on a voulu mettre en majesté ces mots. Et donc, ces mots, on va les entendre à travers des comédiens et des comédiennes qui vont prêter leur voix aux mots d'Elsa Triolet. C'est Macha Merrill, ce sera Catherine Salvia de la Comédie Française. On a voulu aussi mêler les générations. Et ce seront donc de jeunes comédiens de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis qui viendront également. On entendra également les mots d'Elsa Triolet par Elsa Triolet, parce qu'Agnès Varda avait fait un film autour d'Elsa Triolet, donc on projettera en plein air, puisque toute la programmation se déroulera en plein air. Il y aura aussi de la musique, un concert classique, parce que Rostropovitch était venu jouer sur la tombe d'Elsa Triolet, et Xavier Philippe, un de ses disciples, va venir jouer sur la tombe d'Elsa Triolet. J'oublie d'autres aspects, parce qu'on va peut-être y revenir par la suite. Oui, des conférences seront aussi proposées normalement. Exactement, on commence le matin à 10h avec des conférences et l'après-midi, on a un programme donc de lecture de textes d'Elsa Triolet, un débat avec des écrivains autour d'Elsa Triolet, ce temps de musique classique, ce temps de cinéma en plein air à la fin de la journée. Et puis il y a aussi un passage moins connu, c'est que Aragon a été chanté, bien sûr, mais Elsa Triolet aussi, en l'occurrence par Van Moreau, ça s'appelait Les chansons de Clarisse. Et là, il se trouve qu'on proposera, avec Jacques Verzier, une nouvelle version, une nouvelle interprétation de ces chansons de Clarisse. Et puis il y aura également, pour terminer, des performances artistiques qui auront lieu toute la journée avec Petite Poissonne et Yvan Messac. Et à midi, on aura le plaisir d'inaugurer avec la Poste un timbre Elsa Triolet qui sera inauguré samedi et qui sera disponible dans tous les bureaux de poste, à partir des jours qui suivent. Oui, donc c'est vraiment des animations tout au long de la journée. Et finalement, le but de l'événement, c'est de faire connaître Elsa Triolet, c'est ça ? Exactement, parce qu'Elsa Triolet, ça reste un nom connu, mais on la connaît comme la muse d'Aragon. En réalité, derrière ce nom, il y a la première femme prix Goncourt, il y a une femme qui est à la tête d'une œuvre en 2 langues, une en russe, une en français. Il y a la traductrice aussi bien d'Aragon que de Voyage au bout de la nuit. C'est elle qui, du russe vers le français, a traduit tout Tchekhov. Enfin, voilà, c'est une grande femme de lettres et il était temps, je crois, de la mettre sous la lumière. C'est en 1970 qu'Elsa Triolet est décédée, pour rappeler à nos téléspectateurs. Cette journée est donc particulière puisque l'on fête cet anniversaire funeste. Mais finalement, la maison Elsa Triolet, on peut dire qu'elle lui rend hommage tous les jours finalement.
Oui, c'est vrai, on essaie de s'inscrire dans ces pas, avec notamment toute la programmation artistique qu'on a, parce que Elsa Triolet, c'est une femme de lettres, elle est très sensible toute sa vie aux enjeux plastiques. Et ainsi, on a des expositions qu'on propose toute l'année. En ce moment, on a une grande exposition de Pierre Buraglio et de Claude Buraglio qui s'appelle Juin poignardé et qui sera visible jusqu'à la rentrée. Et justement, est-ce qu'on pourra voir ces expositions lors de cette journée du 12 juin ? Oui, les expositions sont accessibles, tout se fait sur réservation dans le cadre du protocole sanitaire, bien sûr, afin de respecter les jauges, de même que les visites qui ont repris avec le 9 juin, mais dans le cadre de jauges et donc sur réservation. Et puis on a toute une programmation en plein air que nous avons tous les ans et qui reprend cette année. On aura ainsi début juillet une programmation importante, plus familiale, qui s'appelle Jardin en fête et qui mêle des spectacles en plein air et des enjeux autour des plaisirs du jardin. Et est-ce que d'autres événements aussi seront à prévoir ? Oui, donc toute l'année, là, la maison Elsa Triolet à Aragon est maintenant, grande ouverte. Donc on continue nos activités de visite de la maison du couple d'écrivains, Aragon et Elsa Triolet, et puis tous ces volets donc d'initiatives, les expositions, donc Pierre et Claude Buraglio jusqu'à la rentrée, Jardin en fête début juillet, et puis d'autres, et puis tous les jours, donc la maison Elsa Triolet à Aragon est accessible au public à partir de 14h, et l'hommage c'est donc samedi 12 de 10h à 22h. Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup Guillaume Roubaud-Kouachi d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose 2 idées de sortie pour ce week-end. Le Centre Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois accueille la 2e édition du Salon Art et Bien-être ce week-end. 70 exposants sont attendus. Sophrologues, réflexologues ou encore hypnothérapeutes se mêleront aux artistes présents, comme des peintres, des photographes ou sculpteurs. Des conférences et ateliers seront aussi organisés tout au long du week-end. Montigny-le-Bretonneux s'anime samedi 12 juin pour fêter la réouverture des bars et restaurants. De nombreuses animations seront proposées durant cette journée. De 10h à 13h, une déambulation avec une mascotte et un jongleur aura lieu sur le marché de la place Étienne Marcel. L'après-midi, un mime et une caricaturiste viendront animer le centre commercial de la Mare-Caillon de 15h à 19h. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Pour refermer ce 7-8 week-end, comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les surligneurs. On écoute Vincent Couronne, fondateur des surligneurs et docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le Danemark a adopté une loi il y a quelques jours qui organise une sous-traitance de la prise en charge des demandeurs d'asile. Il s'agit ni plus ni moins que d'envoyer des demandeurs d'asile dans des pays de transit, par exemple le Rwanda, où leurs demandes seraient étudiées. Outre que cette politique pourrait être coûteuse et contraire à plusieurs obligations internationales du Danemark, par exemple le principe selon lequel on ne refoule pas un demandeur d'asile de son territoire, ou encore la règle qui interdit toute expulsion collective d'un État, en référence évidente ici aux déportations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la question que pose cette loi danoise, un État membre de l'Union européenne, c'est de savoir si la France pourrait faire de même. Et n'en déplaise à ceux qui, sur l'échiquier politique, citent le Danemark en exemple, il y a une différence de taille entre nos deux pays. Lors de l'adoption du traité de Maastricht en 1992, le Danemark a négocié de ne pas être lié par les règles européennes sur l'asile. La France ne bénéficie pas de cet opt-out et doit donc appliquer les directives européennes qui imposent d'accueillir les réfugiés. Quoi de plus cohérent, la France a elle-même voté en faveur de ces directives. On pourrait donc dire dans l'Union européenne, 2 États, 2 ambiances. Mais enfin, pas tout à fait, car le Rwanda a publié un communiqué cette semaine pour dire notamment son opposition à ce système qu'il n'appliquera pas. Et de toute façon, à ce jour, aucun pays, notamment en Afrique, n'a accepté la proposition du Danemark d'accueillir ces demandeurs d'asile. Alors, la loi danoise, expression de sa souveraineté sur ses frontières ou gesticulation politique ?
C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.